Bien, bonjour. Donc, nous allons parler aujourd'hui du virus Zika. C'est une épidémie intéressante, hein, récente comme vous le savez, parce que d'une part, elle va nous permettre d'aborder les maladies à transmission vectorielle, comme par exemple pour le vecteur concerné ici, Aedes aegypti, la dengue, la fièvre jaune, le chikungunya et donc le virus Zika. Et d'autre part, parce que les circonstances qui font que ce virus, je vais utiliser un terme impropre, est devenu un peu fou dans les années 2000 et a quitté sa zone d'endémie, hein, qui était l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, pour partir dans les îles du Pacifique et après gagner l'Amérique latine et être responsable de l'épidémie que vous avez vue avec les conséquences graves qu'il y a pu y avoir, notamment chez les enfants nés de mères infectées pendant la grossesse. Ces circonstances sont encore mal comprises. Je vais évoquer avec vous quelques scénarios et c'est intéressant parce que ça nous préfigure peut-être d'autres épidémies du même type pour lesquelles un tel phénomène se reproduirait. Mais pour commencer, on va partir quelques années en arrière, 1947. On est en Ouganda, dans une forêt qui s'appelle la forêt Zika, et c'est de là évidemment que vient le nom de la maladie, où des chercheurs de l'université Rockefeller étudiaient le cycle du virus de la fièvre jaune, qui circulait entre des singes Rhesus macaques, comme celui que vous voyez ici, et des moustiques de la famille des Aedes. Et pour étudier ce cycle de la fièvre jaune, eh bien, en fait, les singes étaient postés sur des plateformes comme celles que vous voyez ici, dans des cages en hauteur, à la cime des arbres, et puis attendaient d'être piqués par des moustiques. Et quand ils avaient la fièvre, eh bien, ces singes étaient ramenés en TB, on leur prenait du sang, et on regardait, isolait le virus de la fièvre jaune, et ça permettait de contribuer un peu à des calculs d'incidence et d'estimation du cycle entre le moustique, donc Aedes, et ces singes Rhesus macaques. Mais voilà que le 18 avril 1947, un de ces singes qui a gardé le numéro 766, que vous reverrez d'ailleurs parce que la souche qui a été isolée ce jour-là est encore utilisée dans les expérimentations, eh bien, il fait de la fièvre, il en fait pendant 2-3 jours, on le ramène à Entebbe, on prend son sang, on l'inocule dans le cerveau de souris, et quelques jours plus tard, ce n'est pas le virus de la fièvre jaune qui a été mis en évidence, mais un autre agent filtrable, transmissible, qui était le virus Zika. On doit cette découverte à George Dick avec Alexandre Haddow, que vous voyez ici. Et un an plus tard, toujours dans cette même forêt Zika, les mêmes équipes continuent de travailler sur ce qui pense être le cycle de la fièvre jaune. Et cette fois-ci, c'est aux moustiques qui s'en prennent. Ils recueillent des moustiques Aedes, Aedes africanus. Ils en prennent plusieurs dizaines. Ils les ramènent au laboratoire, ils les broient. Ils inoculent ce broyat dans le cerveau de souris. Et quelques jours plus tard, ils isolent, cette fois-ci encore, le virus Zika. Donc la boucle est bouclée. Ils ont démontré par ces deux expérimentations qu'il y avait un nouveau virus qu'on appelle Zika qui circulait entre les primates, ici des macaques, et des moustiques de l'espèce Aedes africanus. On est en forêt. Et comme la dengue, par exemple, ou la fièvre jaune, vous avez ces cycles connus forestiers, sylvatiques, entre des virus qui circulent, des moustiques aux primates. William Bearcroft, il apparaît ici sur cette diapositive parce qu'il a joué un rôle assez inattendu dans toute l'accumulation de savoir sur le virus Zika. Il s'est demandé, est-ce que ce virus est pathogène pour l'homme? Et pour répondre à cette question, il a pris des broyats de cerveau de souris inoculés avec le virus Zika et il se l'est inoculé dans l'avant-bras. Ce sont des choses que nous ne faisons plus aujourd'hui, je tiens à le préciser, ni nous, ni nos étudiants, ce n'est pas recommandé. Et il attend quelques jours. Et au bout de quelques jours, il a effectivement un peu de fièvre, il a un petit peu mal à la tête, rien de plus. Bon, il a eu de la chance, c'était le virus Zika. Même expérience avec d'autres pathogènes aurait pu s'avérer beaucoup plus délétère, comme vous pouvez l'imaginer. Il a continué d'ailleurs, je pense que son amour pour la science n'avait pas de limite. Il a pris des boîtes qui contiennent des moustiques Aedes avec une fine membrane, il se les a appliquées sur l'avant-bras. Et puis il a nourri comme ça sur son avant-bras ces moustiques Aedes pour voir s'ils allaient aspirer le virus Zika.
Et après, il a exposé des souris à ces moustiques à Aedes engorgés, mais là, il ne s'est rien passé. Son expérience n'a pas été concluante. Mais voilà, donc ça fait partie de ces chercheurs un peu insolites qui ont voulu faire avancer la science. En fait, on a eu la mise en évidence d'effets cliniques du virus Zika plus tard. Il y a eu une épidémie au Nigeria en 1954, si je me souviens bien, McNamara, qui chez des patients ictériques, prétendait que la cause de cet ictère pouvait être le virus Zika. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est très peu vraisemblable, puisque l'ictère, la jaunisse, ne se rencontre pas communément avec le virus Zika. En revanche, il y a eu des chercheurs, d'ailleurs, qui étaient exposés dans les forêts et qui travaillaient sur Zika, qui eux-mêmes ont rapporté des histoires cliniques tout à fait évocatrices et qui, eux, étaient probablement les premiers patients reconnus virus Zika, mais à chaque fois avec des infections tout à fait bénignes. Donc, ce qui avait été mis en évidence dans cette première série d'expériences, c'était ce qu'on appelle le cycle sylvatique entre des primates non humains et puis des moustiques en forêt Aedes africanus en majorité. Un cycle qui, comme je vous le disais, est connu pour d'autres virus similaires, type dengue ou fièvre jaune. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'un être humain qui va aller dans ces forêts, être au contact de ce cycle sylvatique, va éventuellement être piqué par ces moustiques et revenir en zone urbaine ou semi-urbaine. Et là, s'il est exposé à d'autres moustiques qui, eux, vivent en zone urbaine, et on pense évidemment à Aedes aegypti, qui est le grand vecteur qui va être concerné par tout ce qu'on va raconter pendant ce cours, et bien là, peuvent démarrer un cycle urbain qui s'auto-entraînera, qui sera autosuffisant, entre ces moustiques Aedes aegypti particulièrement et la population humaine. Et là, vous avez donc un deuxième cycle qui se constitue, mais cette fois-ci, à la place des primates, ce sont non humains, ce sont des primates humains qui sont concernés. Et donc, vous avez une épidémie de Zika, on y reviendra bien évidemment. Mais vous voyez qu'il y a un lien entre le cycle sylvatique et le cycle urbain via des individus qui auraient été en contact des forêts et seraient revenus en ville. Alors, l'histoire de la dissémination du virus Zika, elle démarre, comme je vous l'avais dit, donc on était en Ouganda 1947 pour la première mise en évidence. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites dans des pays d'Afrique, qui ont retrouvé alors soit la mise en évidence d'anticorps anti-Zika dans des populations, c'est ce que vous voyez ici, je pense que c'est du rouge, qui apparaît là. Je suis daltonien pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas aux sessions précédentes, mais enfin bref, vous aurez reconnu. Donc ça, c'est les mises en évidence des anticorps antivirus Zika, mais il faut savoir qu'on attache peu de fois à ces enquêtes parce qu'il y a beaucoup de réactions croisées avec d'autres anticorps ou d'autres virus qui peuvent être liés à des virus de la même famille. En revanche, quand vous avez ici ce qu'on appelle détection du virus chez des cas confirmés humains, là, c'est une mise en évidence du génome viral. Ça peut se faire par PCR, ça peut se faire chez des humains, ça peut aussi se faire chez des primates non humains ou des moustiques. Et il y a eu la mise en évidence de la circulation du virus Zika en Afrique à partir donc, des années 50, une fois qu'il avait été identifié, de façon tout à fait claire sur plusieurs décennies. Dans les années 70, on a retrouvé la trace du virus Zika, cette fois-ci en Asie du Sud-Est, et vous avez plusieurs ce qu'on appelle des case reports, des cas qui sont rapportés dans la littérature, d'infections bénignes chez des humains qui sont liés au virus Zika. C'est en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie. Donc voilà, tout ça, ça dure, c'est les années 70, 80, 90, mais on est face à quelque chose de tout à fait bénin et qui n'inquiète pas. C'est plutôt une curiosité exotique pour nous tous. Les choses changent un petit peu en 2007, où là, le virus va partir dans le Pacifique. Il va arriver sur une île de Micronésie, l'île de Yap, et là, il y aura la première épidémie humaine conséquente, on y reviendra, où 3/4 de la population de cet archipel ont été infectés, et où les premières manifestations cliniques peuvent être décrites sur des séries de patients à ces conséquences. Et puis un peu plus tard, c'est 2013-2014, et l'arrivée du virus à Tahiti, en Polynésie française, et puis un peu plus tard, en Amérique latine, et là, la grande épidémie de 2015-2016, dont vous avez tous entendu parler. Donc ça, c'est un peu l'histoire de la dissémination du virus Zika à travers le monde. Et cette dissémination, elle va suivre la répartition et la présence du moustique vecteur du virus Zika, qui est Aedes aegypti. Alors, je vous présente ici la distribution de Aedes aegypti en zone tropicale, et puis Aedes albopictus, qui est son cousin, qui lui vit plutôt en zone tempérée.
Et Aedes albopictus, vous le connaissez sous le nom du moustique tigre. Hein. C'est celui qui est présent dans le sud de la France et qui est donc actif en fin d'été quand les densités de moustiques deviennent suffisantes. Mais aujourd'hui, le vecteur du virus Zika, c'est Aedes aegypti. Aedes albopictus n'a pas encore été pris la main dans le sac avec contenant du virus Zika lui-même, même si on soupçonne qu'il serait capable de le transmettre. Alors Aedes aegypti, c'est un moustique qui vit, comme je vous le disais, en ville, hein, qui est en fait devenu complètement anthropophile. C'est-à-dire que c'est un moustique qui ne se nourrit que sur l'homme. Du coup, il est allé là où l'homme habite, et dans les zones tropicales, ce sont ces grandes zones urbaines et périurbaines. Il est plutôt dans les bidonvilles que dans les zones qui sont plus comment dire, aménagées. Cela parce qu'il vit là où les larves se reproduisent, là où se retrouve de l'eau stagnante, qui est de l'eau propre. Hein. Lui, c'est un moustique propre, il vit à la différence de Culex, qui est un autre moustique que vous verrez dans ces mêmes zones. Lui, il vit dans l'eau propre, il vit dans l'eau, par exemple, en Asie du Sud-Est, les grandes jarres qui sont mises à l'extérieur des maisons pour recueillir l'eau de pluie que vous allez boire ou que vous allez utiliser pour vous laver. Il peut vivre dans l'eau qui est contenue dans des boîtes de conserve qui seraient éparpillées à gauche à droite, dans l'eau qui est dans les pneus. Les pneus sont très curieusement des réceptacles pour les larves qui fonctionnent extrêmement bien, ou ces petites coupelles que vous verrez sous les plantes. Et donc, tous ces endroits-là où vous avez de l'eau un peu stagnante permettent la reproduction des larves de Aedes aegypti. On est en zone urbaine et tropicale, et ce virus s'est parfaitement installé au cours des siècles passés. Il était originalement en Afrique, il est parti vers le sud de l'Amérique du Nord avec les bateaux d'esclaves au moment de la traite des esclaves, où dans ces bateaux, vous aviez à la fois la population humaine des esclaves et vous aviez les grandes jarres d'eau qui étaient utilisées pour la traversée. Et les larves de moustiques pouvaient être présentes dans ces jarres. Après, les moustiques pouvaient se nourrir sur les hommes et entretenir un cycle. Et au cours de la traversée, c'est ainsi que Aedes aegypti et vraisemblablement le virus de la fièvre jaune sont arrivés sur le sud de ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Et donc, après, ce moustique a continué et s'est installé dans toutes les zones que vous voyez ici, au tropical, en zone urbaine. Alors, c'est un moustique assez agressif, hein, Aedes aegypti. Il va piquer le matin dans les premières heures de la journée et dans les dernières heures de la journée. C'est comme pour beaucoup de ces moustiques, les femelles qui piquent puisqu'elles ont besoin de sang pour l'ovulation. Et pour Aedes aegypti, elle va piquer plusieurs fois avant d'avoir un repas sanguin complet. Donc, piqûre répétée égale opportunité supplémentaire pour des transmissions. Donc, c'est vraiment un moustique qui est très efficace dans sa capacité à transmettre du fait de ses propriétés. Aedes albopictus, moustique tigre, comme je vous l'ai dit, ne sera que marginalement intéressé dans cet exposé, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore pu mettre en évidence le virus Zika au sein du moustique tigre. Donc Aedes aegypti, je vous le rappelle une fois de plus, mais c'est vraiment important, c'est le même moustique qui transmet la dengue, la fièvre jaune, chikungunya, donc qui est vraiment impliqué dans beaucoup de cycles d'infections virales extrêmement importantes. Alors je vous mentionnais que la première épidémie au cours de laquelle on avait pu mettre en évidence des manifestations cliniques sur des grandes séries de patients pour le virus Zika avait eu lieu sur l'île de Yap en Micronésie, on est en 2007. Et là, sur quelques dizaines de patients, les cliniciens repèrent un certain nombre de symptômes. Le premier symptôme évocateur d'une infection par le virus Zika, c'est l'éruption cutanée. 90% des patients en sont atteints. C'est vraiment ce qui est le plus pathognomonique dans notre jargon médical ou spécifique du virus Zika. Vous trouvez de la fièvre chez 2/3 des patients, mais c'est une fièvre modérée. Vous trouvez aussi des douleurs articulaires et puis également une conjonctivite chez la moitié des patients qui doit vous alerter. Si vous prenez la dengue, chikungunya et Zika, vous avez à peu près les mêmes symptômes, à savoir éruption cutanée, fièvre et douleurs articulaires. Mais avec la dengue, c'est la fièvre qui est la plus importante et puis vous êtes extrêmement fatigué. Hein, c'est une infection qui vraiment va vous mettre sur les genoux. Le chikungunya, c'est les douleurs articulaires qui vont ressortir et qui pourront passer à la chronicité. Pour le virus Zika, c'est plutôt la présence de cette éruption cutanée et peut-être de conjonctivite qui doit vous alerter, mais on est devant une infection bénigne qui est résolutive en quelques jours et qui, dans l'épidémie de Micronésie, n'avait posé absolument aucun problème. Alors,
À la fin de cette épidémie, les chercheurs qui étaient présents ont fait une enquête transversale en population avec une recherche d'anticorps chez les habitants de cet archipel et se sont rendus compte que près des 3/4 des personnes avaient été infectées par le virus Zika. Donc on voit ce qu'on appelle un taux d'attaque, la proportion de personnes infectées au cours de l'épidémie, absolument considérable, puisque voilà, 3/4 des personnes vivant sur l'île de Yap avaient été infectées. Et par comparaison avec les données cliniques dont ils disposaient pour un certain nombre de patients, ils ont pu déduire que la très grande majorité, 80% des formes, étaient asymptomatiques. Donc des gens qui avaient été infectés sans présenter aucun symptôme. Aujourd'hui, on pense que ce taux est un peu élevé, à la lumière de ce qu'on a appris dans les épidémies suivantes, mais voilà, rappelez-vous, message de épidémie sur l'île de Yap en Micronésie, une infection avant tout bénigne, résolutive en quelques jours, dans la majorité des cas même aucun symptôme, et s'il y a des symptômes, vraiment très, très peu de choses. L'épidémie de Polynésie française va nous permettre, pour la première fois, de voir des complications graves associées au virus Zika. Elle débute en octobre 2013. Il y avait en Polynésie française un réseau de généralistes, une trentaine à peu près, qui déclarent chaque semaine les cas de fièvre au bureau de veille sanitaire, et ce pour la surveillance avant tout de la dengue, qui est en Polynésie française la grande arbovirose, donc arthropod-borne viruses, virus transmis par des arthropodes, qui est la grande arbovirose présente dans ces contrées. Donc, il voit en octobre 2013 le nombre de patients arrivés avec de la fièvre qui grimpe, comme vous le voyez ici, assez rapidement. Et ils pensent immédiatement à la dengue. Ils se disent, ça y est, une épidémie de dengue est en train de débuter. Et puis, ils testent pour la dengue et ils ne retrouvent rien. Alors, à l'Institut Louis Mallardet, qui est un laboratoire de virologie très performant à Tahiti, ils connaissaient bien sûr très bien la dengue, mais ils connaissaient aussi d'autres virus susceptibles de donner des manifestations cliniques similaires. Et ils pensent immédiatement au virus Zika, puisqu'ils étaient au courant de l'épidémie qui avait eu lieu quelques années plus tôt dans l'île de Yap. Donc ils testent pour le virus Zika, ils se rendent compte que les premiers cas sont positifs pour le virus Zika. On teste dans le sang avec une recherche donc, du génome viral circulant. Et très vite, ils ont donc la confirmation que vous avez une épidémie de Zika qui est en cours en Polynésie française et qui va donc se développer au cours de plusieurs semaines. Au début, les manifestations cliniques qui sont rencontrées sont tout à fait similaires à celles qui avaient été vues sur l'île de Yap, donc quelque chose de très bénin, peu d'inquiétude, un peu de fièvre, des éruptions cutanées, éventuellement des conjonctivites, mais tout rentre dans l'ordre en quelques jours. Et puis, après quelques semaines, au Centre hospitalier de Polynésie française, dans le service de neurologie, aux urgences et en réanimation, ils voient apparaître des patients qui présentent ce qu'on appelle des syndromes de Guillain-Barré. Alors ça, ce sont des paralysies périphériques qui débutent aux jambes et qui sont, on le dit, ascendantes. Vous êtes paralysé, au début, vous avez des sensations un peu bizarres de picotement, brûlure sur le bout des jambes, et puis vous avez une paralysie qui s'installe progressivement et qui est ascendante. Et quand elle gagne les muscles de la cage thoracique, eh bien, vous n'êtes plus en mesure de respirer et vous devez être passé en soins intensifs pour une ventilation artificielle. Donc une pathologie qui peut être potentiellement très grave, associée avec un taux de mortalité d'à peu près 5% sur l'ensemble des patients. Et donc, il voit apparaître plusieurs patients, 2, puis 3, et puis vous les voyez tous ici en noir, une série finalement de 42 patients atteints de syndrome de Guillain-Barré, dont une proportion importante va être hospitalisée en réanimation. Et là, on se demande, est-ce qu'il y a un lien entre ces syndromes de Guillain-Barré et puis l'épidémie de Zika qui était en cours. Alors, je reviendrai un petit peu là-dessus et comment est-ce qu'on a établi ce lien. Juste pour signaler que, de la même façon qu'en Micronésie, à la fin de l'épidémie, une étude transversale avec une sérologie avait permis de voir que 3/4 de la population avait été atteinte par le virus Zika, en fin d'épidémie en Polynésie française, nos collègues de l'Institut Louis Mallardet et le Bureau de veille sanitaire ont fait une même enquête et ont vu que, selon les enquêtes, entre 50% et 66% des individus avaient été infectés par le virus Zika pendant l'épidémie de Polynésie française. Ceci a permis d'estimer l'incidence des syndromes de Guillain-Barré à 2,4 pour 10 000 infections par le virus Zika. Donc on a une complication grave, mais qui survient chez 2 pour 10 000 des personnes infectées, c'est-à-dire quand même heureusement une complication qui reste très rare. Maintenant, la question était de savoir, est-ce qu'il y a un lien entre Zika et les syndromes de Guillain-Barré? Alors par analogie, on
pouvez tout à fait l'évoquer, puisqu'on sait que la dengue, par exemple, qui est donc une autre arbovirose assez proche du Zika, produit également des syndromes de Guillain-Barré, qui sont rares également, mais c'est possible. Les syndromes de Guillain-Barré surviennent très souvent après des infections. Ça peut être des infections gastro-intestinales, un Campylobacter jejuni est le modèle, mais ça peut être aussi la grippe ou ça peut être des arboviroses comme la dengue et le Zika, donc était une hypothèse tout à fait plausible. Encore fallait-il mettre en évidence le lien, non pas au niveau populationnel, comme vous l'avez ici, c'est ce qu'on appelle une corrélation écologique ici. Vous avez une corrélation dans l'espace et dans le temps entre l'épidémie de Zika et l'épidémie de syndrome de Guillain-Barré. Vous devez avoir le lien au niveau individuel entre une infection par le virus Zika et le syndrome de Guillain-Barré qui suit. Alors d'abord, une simple enquête auprès des patients, des 42 patients qui étaient atteints de syndrome de Guillain-Barré, a permis de mettre en évidence chez 88% d'entre eux, une semaine avant le début des troubles neurologiques, l'existence d'un épisode viral qui évoquait tout à fait une infection par le virus Zika, avec notamment une éruption cutanée. Donc là, on se disait quand même quasiment tous les patients qui ont fait un Guillain-Barré une semaine avant avaient eu quelque chose de très évocateur d'une infection par le virus Zika. L'évolution, elle a été assez typique des syndromes de Guillain-Barré. 40% des patients ont évolué vers l'aggravation des troubles respiratoires et la nécessité d'une hospitalisation en réanimation d'une ventilation artificielle. Ils sont restés à peu près un mois en soins en ventilation artificielle, à peu près 50 jours dans les soins intensifs. Et heureusement, il n'y a pas eu de décès. Pour 60% des patients, l'évolution, en revanche, elle a été plutôt simple et sans complications. Ils ont été hospitalisés à peu près une semaine et ils ont pu rentrer chez eux. Ce qui faisait que plus de la moitié des patients, après 3 mois, étaient capables de marcher. Ce que nous ont dit nos collègues neurologues qui avaient l'habitude des syndromes de Guillain-Barré, c'est que les syndromes de Guillain-Barré observés avec le virus Zika étaient d'évolution très rapide, vers l'aggravation d'abord, puis une phase de plateau assez courte et la résolution des symptômes, la guérison qui survenait très vite aussi. Donc, être très vigilant, parce que certains patients, à peine étaient-ils arrivés à l'hôpital, qu'ils ont dû être emmenés en réanimation, alors que d'habitude, on a quelques jours, on peut les observer en service de neurologie avant de décider du passage en réa. En revanche, quand les choses vont mieux, elles vont mieux rapidement et finalement, dans cette série, heureusement, aucun patient n'est décédé. Alors après, toujours pour mettre en évidence le lien qui existait entre le virus Zika et les syndromes de Guillain-Barré, on a eu recours à une enquête épidémiologique type cas témoin dont j'ai pu vous parler pour ceux d'entre vous qui ont suivi la leçon inaugurale. Alors vous avez ici nos 42 patients atteints de syndrome de Guillain-Barré. Et il s'agissait de mettre en évidence chez eux le virus ou la réaction immunologique liée à la présence du virus, qui était la détection d'anticorps. On avait recherché le virus dans le sang. Malheureusement, le virus n'est présent que quelques jours, au moment où vous avez les symptômes cliniques, où vous avez l'éruption cutanée, la fièvre, mais dans le sang, vous ne le retrouverez plus après quelques jours. Or, les symptômes neurologiques, comme je vous l'ai dit, surviennent avec un certain délai, une semaine, un peu plus pour certains. Et au moment où on a recherché chez les patients qui arrivaient avec un syndrome de Guillain-Barré le virus dans le sang, on ne l'a pas trouvé. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que si on avait recherché le virus dans les urines, on l'aurait probablement trouvé. Parce qu'il y a une excrétion également du virus dans les urines qui est plus prolongée que celle qui a lieu dans le sang. Simplement, on n'avait pas cette information à l'époque, on n'a pas pensé à regarder, et du coup, on est passé à côté. Il ne nous restait plus finalement que les anticorps. Donc là, il y a eu toute une batterie d'examens, et je passerai assez vite dessus. L'examen le plus intéressant, le plus spécifique, c'est la séroneutralisation. Et on a retrouvé chez 100% des patients qui avaient eu un Guillain-Barré la présence d'anticorps anti-Zika par séroneutralisation, donc quelque chose de très spécifique, donc un argument très solide. Maintenant, on se souvenait de l'histoire de Yap, où les 3/4 de la population avait été infectée. Et donc, pendant tout ce processus, on s'est dit, attention, si on retrouve les anticorps chez 90% par exemple des personnes avec Guillain-Barré, est-ce que c'est plus qu'en population générale? Si à Yap, les 3/4 de la population avaient été infectée, est-ce qu'en Polynésie française, il ne pourrait pas y avoir 80-85% des gens infectés? Du coup, nos 90%, ils ne veulent pas dire grand-chose. Donc il nous faut une série de témoins pour nous dire, en population générale, quelle était la progression de l'épidémie et confirmer qu'il y avait une proportion plus importante de porteurs d'anticorps chez les patients qui avaient des Guillain-Barré par rapport à la population générale. Donc on a pris cette première série témoins, qu'on appelle la série témoin 1, où là on a sélectionné des patients qui consultaient le même jour que ceux qui étaient arrivés avec un Guillain-Barré pour une infection non fébrile, qui avaient le même âge, le même sexe,
et qui venaient de la même localité. Alors, au sens large, parce que la Polynésie française, c'est, je ne sais plus, des milliers d'îles. Donc, on avait fait des regroupements d'îles et on a considéré que voilà, si l'épidémie progressait, eh bien, ces îles seraient touchées à peu près en même temps pour avoir quelque chose d'assez homogène. Donc là, j'ai 2 internes de santé publique de mon unité qui sont partis travailler en Polynésie française et qui ont passé plusieurs mois à visiter toutes les îles de Polynésie française pour aller chercher les sujets témoins. Je peux vous dire qu'il y a pire comme travail, mais à la fin, ils en avaient aussi un petit peu voilà, par-dessus la tête de prendre le bateau, l'avion, le machin, pour aller dans un archipel supplémentaire, recruter leurs témoins. Il n'empêche, dans cette série qui était représentative de la progression de l'épidémie en population générale, on a retrouvé des anticorps chez 56% des individus, ce qui était différent des 100%. On avait donc la preuve que non seulement tous les sujets qui avaient eu un syndrome de Guillain-Barré avaient des anticorps anti-Zika, mais que cette proportion était supérieure à celle qu'on retrouvait en population générale. Et c'était la première fois qu'on créait le lien entre ce virus Zika et les syndromes de Guillain-Barré. Ça paraît tout simple quand je le dis comme ça, mais si vous saviez les polémiques qu'il y a pu y avoir, et j'étais présent à plusieurs réunions de l'OMS où on discutait de ce lien possible, etc. Et ces chiffres ont pesé lourd dans la balance parce qu'on était les premiers à dire attention, on retrouve systématiquement les anticorps et c'est plus que ce que vous retrouverez en population générale avec un groupe témoin bien choisi. La deuxième question qui s'était posée était est-ce que les syndromes de Guillain-Barré, donc ces complications, ne survenaient pas chez des patients qui auraient été auparavant infectés par le virus de la dengue? Alors pourquoi on se pose cette question? C'est que le virus de la dengue a 4 sérotypes différents et on sait, pour le virus de la dengue, que ce n'est pas la première infection qui est dangereuse, mais la deuxième, par un phénomène qu'on appelle un phénomène d'anticorps facilitants, qui sont des réactions immunologiques particulières lors d'une deuxième infection par un autre sérotype de la dengue, où là, vous pouvez avoir les formes, notamment les formes hémorragiques de la dengue. Et donc, par analogie, on se disait, attention, le virus Zika ressemble beaucoup au virus de la dengue. Est-ce que, chez des gens qui avaient déjà eu une dengue, une infection par le virus Zika ne pourrait pas produire cette production d'anticorps facilitants et s'accompagner de complications neurologiques, etc. Donc, le défi ici était de montrer est-ce qu'il y a eu plus de dengue antérieure chez les gens qui avaient des syndromes de Guillain-Barré quand ils font une infection par le virus Zika, comparé à des gens qui font une infection par le virus Zika sans complications neurologiques. Là, on reprend une série de témoins. Donc, c'est la série que vous avez ici, où on avait des sujets qui avaient une infection aiguë par le virus Zika, pas de complications neurologiques, et on a comparé la proportion de portage d'anticorps anti-dengue chez ceux qui ont fait des syndromes de Guillain-Barré après un Zika et chez ceux qui n'ont pas eu de complications neurologiques après une infection par le virus Zika. Et on n'a pas trouvé de différence entre les deux groupes. Donc dans cette étude, on n'avait pas d'argument pour dire qu'une dengue antérieure pouvait précipiter un syndrome de Guillain-Barré si vous faisiez une infection par le virus Zika. Bon, tout ça, c'était le syndrome de Guillain-Barré, important parce que complications graves, mais je l'ai déjà dit, relativement rares. La gravité même de l'infection par le virus Zika, elle nous est venue par ces nouvelles arrivées du Brésil, où l'épidémie faisait rage en 2015, et où vers la fin de l'année, en novembre 2015, le ministère de la Santé au Brésil reçoit de la région nord-est du Brésil des alertes des pédiatres et des obstétriciens disant on observe un taux anormalement élevé d'enfants qui naissent avec ce qu'on appelle ces microcéphalies, donc ces têtes de petite taille comme celles que vous voyez ici, qui sont liées à un retard de développement du cerveau. Et ceci dans les suites de l'épidémie de Zika qui était très active en mars-avril dans ces régions du Brésil. Le 1er février 2016, l'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale et demande à la communauté scientifique du monde entier de réunir tous ses efforts pour établir le lien entre le virus Zika et les syndromes de Guillain-Barré, on a déjà vu, et ces microcéphalies chez les enfants. Alors nous étions toujours en train de travailler sur nos Guillain-Barré en Polynésie française au moment où arrive cette alerte, et je me retourne vers mes collègues de Polynésie française et leur demande, est-ce que dans vos collègues obstétriciens, est-ce que chez les pédiatres, est-ce que vous avez entendu parler d'un nombre anormalement élevé de complications neurologiques chez les enfants qui étaient nés au décours de l'épidémie de Zika? Et là, pas de signal franc. On retrouve quelques anecdotes, mais à aucun moment, au décours du passage, en 2013-2014, il n'y a eu une alerte franche lancée disant il y a des complications neurologiques à un taux anormalement élevé en Polynésie française suite au passage de l'épidémie de Zika. Donc on est retourné dans les dossiers. Alors les dossiers qui ont été les plus précieux, c'est ceux qui étaient utilisés pour
en cas de discussion d'une interruption thérapeutique de grossesse. Vous savez que c'est une décision extrêmement difficile à prendre, qui est donc collégiale. Ce n'est pas un seul médecin qui va dire à une femme, au vu de votre échographie, je recommande une interruption de grossesse ou non. Bien sûr, ça se fait en dialogue avec la femme, mais déjà, pour faire cette proposition, il faut avoir une conviction forte. Et donc, pour qu'un médecin arrive à faire cette proposition, il s'entoure de l'avis de collègues, localement évidemment, mais également en France. Les dossiers étaient analysés à l'hôpital Necker pour la partie neurologie pédiatrique et à l'hôpital Trousseau pour l'imagerie fœtale, où il y a des spécialistes. Et donc on a pu réunir a posteriori nos collègues de Polynésie française, les collègues de Trousseau et les collègues de Necker, et réexaminer les dossiers qu'ils avaient vus au décours de l'épidémie de Zika pour voir s'il n'y avait pas eu un nombre anormal de microcéphalie pendant cette période. Donc, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est les résultats de ces investigations sur une période d'à peu près 2 ans qui encadre le pic épidémique lié à l'infection par le virus Zika que vous voyez ici. Vous avez tous les cas de microcéphalie qui sont illustrés par ici la durée de la grossesse et ici la fin de la grossesse qui peut être un accouchement ou une interruption de grossesse selon les cas. On a eu un cas de microcéphalie qui était complètement hors épidémie. Le début de la grossesse avait démarré après la fin de l'épidémie. Celui-là, il nous donne le taux de base de microcéphalie que vous trouvez dans toutes les populations. Il était estimé ici à 2 pour 10 000 naissances vivantes. C'est exactement le même taux qu'il y a en France ou qu'il y a aux États-Unis. En revanche, vous observez que pendant la période épidémique, eh bien, vous avez ici un regroupement de 7 cas de microcéphalie où une partie de la grossesse était concernée par le passage de l'épidémie et où donc une infection avait pu avoir lieu. Là, avec l'aide de Simon Kochmez, qui fait la modélisation mathématique à l'Institut Pasteur, il a été possible de simuler en fait, des cohortes de 80 femmes qui tombent enceintes chaque semaine, qui est le taux habituel de grossesse observé en Polynésie française, et d'exposer ces femmes à un risque d'infection par le virus Zika qui est proportionnel à la courbe épidémique que vous voyez ici. Et le modèle qui collait le mieux à ces données observées était un modèle où le risque d'infection, le risque de microcéphalie, était maximal quand l'infection avait lieu au premier trimestre de la grossesse. Et dans ce cas-là, le risque d'avoir un enfant avec une microcéphalie sévère était de 1%. Donc voilà les résultats qu'on a pu publier à ce sujet. Ce risque de 1% est 50 fois supérieur au taux de base, donc était très significatif. Et pour la première fois, démontrer qu'il y avait effectivement un lien, là par un modèle mathématique, et puis ces données observées, entre le virus Zika et les microcéphalies. Il y avait eu en parallèle d'autres travaux qui étaient menés par les cliniciens notamment au Brésil, qui sur des amniosynthèses qui avaient été faites parce qu'à l'échographie on trouvait des enfants avec microcéphalie, avaient pu mettre en évidence dans le liquide d'amniosynthèse par PCR la présence du génome viral. Donc voilà pour cet aspect de modélisation sur les microcéphalies. Et en parallèle de tout ça, à la demande de l'OMS, je vous l'avais dit, l'urgence de santé publique de portée internationale, il y a toute une série de travaux qui ont été menés aux 4 coins du monde par des chercheurs dans des disciplines très variées pour faire le lien, cette fois-ci à la paillasse, en laboratoire, entre le virus Zika et les microcéphalies. Donc les études, j'en ai cité 3 ici, mais il y en a des centaines, les études les plus marquantes, et une des premières en tout cas, était celle-ci, où ils ont infecté différents types de cellules, ici des cellules progénitrices neurales. À droite, vous avez ici des neurones, et il montre bien que les cellules les plus permissives par l'infection par le virus Zika sont ces cellules progénitrices neurales. Ça, c'est intéressant, parce que c'est des cellules qui sont présentes entre la 6e et la 10e semaine du développement embryonnaire et qui vont donner naissance au futur cerveau. Donc on voit bien qu'elles sont très permissives à l'infection par le virus Zika, et que donc on pointe encore au premier trimestre de la grossesse comme étant une période particulièrement vulnérables sur ces cellules qui, après infection, vont entraîner un développement retardé du cerveau. Il y a d'autres types d'études qui ont été faites. Il y a ces organoïdes, ce que vous voyez ici, c'est des mini-cerveaux en quelque sorte, qui sont faits in vitro avec des cellules souches pluripotentes. Et quand on infecte ces organoïdes avec le virus Zika, le développement est moindre que quand on a ici le groupe contrôle. Et puis il y a des modèles animaux, des modèles souris, des modèles singes. Sur les modèles souris, et bien là aussi, après une inoculation avec le virus Zika, on voit que l'épaisseur du cortex cérébral est plus faible que sur les témoins. Et je ne sais plus de mémoire s'il y a eu aussi du travail sur des souriceaux nés de mères souris infectées pendant la grossesse, mais bref, tout ceci concordait. D'ailleurs, le modèle souris n'est pas un très bon modèle.
Le bon modèle, c'est le modèle macaque, singe, d'une façon plus générale. Et ici, vous avez un travail qui avait été fait où vous avez une inoculation sous-cutanée d'un virus Zika, qui était une souche qui venait du Cambodge de 2010, où vous regardez ici, vous avez l'inoculation à ce qui équivaudrait pour une femme à la 28e semaine de grossesse, puis une césarienne à la 38e semaine, et le développement du cerveau qui, ici, c'est ce que vous avez, biparietal diameter, donc ça c'est le développement de la boîte crânienne qui était chez ce bébé, enfin ce fœtus était pour l'instant plutôt très de grande taille, s'arrête complètement pour arriver plutôt dans les petites tailles après l'infection par le virus Zika. En revanche, le fémur, vous voyez ici, qui était de grande taille, reste de grande taille tout au long de la grossesse. Donc c'est des façons de regarder sur un modèle animal l'impact d'une infection du virus Zika pendant une grossesse. Et ces modèles animaux, après, peuvent être utilisés si vous avez des essais de traitement à faire, par exemple, ou éventuellement, pour l'infection par le virus, des essais vaccinaux. Alors, l'épidémie, elle continuait. Et elle arrive aux Antilles françaises et en Guyane. Nous avons travaillé donc avec une équipe de l'INSERM, avec Bruno Heun, et des collègues de Guadeloupe, Martinique et de Guyane française, qui étudiaient dans ces régions qui étaient atteintes en 2016 par l'épidémie de Zika, l'impact qu'il peut y avoir sur les grossesses. Donc là, Bruno Heun a recruté une cohorte de femmes qui étaient infectées par le virus Zika. Elles étaient 546 femmes qui ont été recrutées, qui ont eu 555 enfants, parce qu'il y a eu des grossesses gémellaires. Et ces femmes étaient recrutées quand elles se présentaient avec, pendant la grossesse, des symptômes type fièvre, éruption cutanée. Donc là, on faisait un diagnostic dans le sang et dans les urines de la présence du virus Zika, ce qui nous permettait de confirmer l'infection pendant la grossesse. Et puis, on pouvait aussi savoir si on était au premier trimestre, deuxième trimestre ou troisième trimestre de la grossesse. Donc on avait une confirmation fiable par détection du génome viral de l'infection et également la date de l'infection. Et donc là, sur cette première série, avec 555 fœtus et enfants, on observe pour les infections du premier trimestre 13% de complications, 4% au deuxième trimestre, 5% au troisième trimestre. Donc, au tout début, on ne savait pas ce qu'allait donner le virus Zika en termes de complications neurologiques. Il y avait bien sûr les microcéphalies, mais il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses. Donc, on avait ouvert le filet très large. Et toute anomalie neurologique constatée chez les enfants ou sur les fœtus à l'échographie était répertoriée. Il y avait donc ce qu'on appelle des formes sévères et des formes limitées. Les formes sévères, ça allait être par exemple des microcéphalies très importantes, moins 3 de Zecarty par rapport à la taille attendue. Et puis ce que vous avez ici sur des scanners, des calcifications sous-corticales importantes, des ventriculomégalies, tout ce qu'on regroupe sur le nom de syndrome congénital lié au virus Zika. Et puis il y avait d'autres choses qui étaient des anomalies neurologiques, mais beaucoup plus mineures. Ça peut être des microcéphalies, mais très modérées, qu'on avait répertoriées parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais comme vous l'avez compris, en épidémiologie, on a ces fameux groupes témoins qui sont toujours ici pour comparaison. Et là, il nous fallait un groupe de femmes non exposées pour pouvoir dire, d'accord, on voit ce qui se passe chez des femmes qui ont été infectées par le virus Zika, voilà les atteintes chez les fœtus et les enfants, mais chez des femmes non infectées par le virus Zika, aux Antilles françaises à la même période, qu'est-ce qu'on retrouvait? Donc on a attendu d'avoir un test fiable, une sérologie qui, à la fin de la grossesse, à l'accouchement, quand elle était négative, nous garantissait que la femme n'avait pas été infectée par le virus Zika, pour étudier les mêmes anomalies chez un groupe de 490 femmes dont on savait qu'elles n'avaient pas été infectées par le virus Zika. Et on a comparé le résultat chez ces 546 femmes infectées par le virus Zika à 490 femmes non infectées. Par soustraction, il nous est resté finalement que les formes sévères. C'est-à-dire que chez les femmes non infectées par le virus Zika, on retrouvait quelques anomalies neurologiques minimes, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on appelait les formes limitées. Et comme on les retrouvait donc chez des femmes non infectées, elles n'étaient pas attribuables au virus Zika. Ne nous restait attribuable au virus Zika ce que vous avez ici, ce qu'on appelle des formes sévères, qui étaient ces fameux syndromes congénitaux liés au virus Zika, essentiellement pour des infections du premier trimestre. 4% des femmes infectées au premier trimestre avaient des enfants avec ces syndromes congénitaux sévères, un petit peu au deuxième trimestre, 1%, et rien pour des infections du troisième trimestre. Donc l'ensemble de ce travail, c'était pour vous montrer comment, quand une
problématiques de santé publique émergent avec une demande aussi pressante que celle de l'OMS de faire le lien entre le virus Zika et des complications chez les enfants nés des mères infectées. Ce n'est pas une seule discipline qui va répondre. Il y a d'un côté tous les gens qui travaillent à la paillasse, la biologie, qui va mettre en évidence sur différents types de modèles in vitro, des organoïdes, des modèles animaux, ces atteintes compatibles avec ce qu'on observe chez les femmes et qui permettront de dire voilà, on a un mécanisme biologique cohérent, plausible en comparaison avec ce qui est observé en population. Et puis nous, les épidémiologistes, on fait de la modélisation, on fait des études de cohorte et on retrouve ces mêmes anomalies en population. Et c'est ce parallèle qui finalement amène à une forme de certitude. Et aujourd'hui, il est admis effectivement que le lien est parfaitement établi entre le virus Zika et ses complications. Mais c'est vraiment cette approche multidisciplinaire qui est très importante pour remporter la conviction. Et l'épidémiologie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle quantifie en plus. On peut dire aujourd'hui, raisonnablement, que pour des femmes affectées au premier trimestre, vous avez 5%. Alors il y a des marges d'erreur autour de ça, et puis il faut comparer avec les autres études qui ont été faites sur le sujet, mais voilà où on en était dans la quantification par rapport à nos études. Alors, juste un mot pour vous dire qu'au-delà des microcéphalies, d'autres anomalies ont été rapportées liées au virus Zika. Il y a donc cette disproportion entre ces crânes un peu aplatis, qu'on appelle disproportion crânio-faciale, la spasticité des membres, qui s'appelle arthrogrypose, des enfants qui font beaucoup de crises d'épilepsie, qui sont très irritables, c'est des enfants qui pleurent tout le temps, c'est terrible à voir. Il y a des troubles de la déglutition, des anomalies oculaires, et puis ce que vous avez vu à l'imagerie. Pour clore ce chapitre, vous dire que voilà les résultats de 3 grandes études qui ont été menées sur le sujet. Au Brésil, une obstétricienne qui s'appelle Brazil qui a publié. Honeyne pour le registre américain et l'étude dont je vous ai parlé aux Antilles françaises et en Guyane avec Bruno Heun, avec des chiffres assez proches pour l'étude américaine et les études des Antilles françaises, et puis des chiffres beaucoup plus importants au Brésil, et on s'explique mal. Donc il y a au Brésil, on retrouve un certain nombre, ils ont 46% des enfants nés de mères infectées dans des circonstances de recrutement très proches des nôtres, où on avait seulement 7% au total qui ont des anomalies. Cela inclut entre autres des images cérébrales sur les résonances magnétiques nucléaires qu'ils ont faites, etc., qui sont interprétées comme présentant des anomalies. On n'est pas sûr qu'en fait ce soit réellement des anomalies. Ça peut être des problèmes de maturation du cerveau, de la substance blanche. Et donc on attend encore, avant de pouvoir vraiment trancher, 2 possibilités ici. Soit il s'est passé quelque chose de très particulier au nord-est du Brésil avec un taux de complication beaucoup plus élevé, un cofacteur qui agirait en même temps, mais il n'a pas été identifié. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et encore la semaine dernière publiés qui ne permettaient pas de mettre en évidence. Soit il y a vraiment des différences d'interprétation de la symptomatologie clinique, de l'imagerie qui permettent d'expliquer ces discordances. Mais je pense que plus on avance, plus le consensus va pour dire que globalement, c'est plutôt entre 5 et 10% des enfants nés de mères infectées qui auraient des complications, et pour les complications sévères, heureusement, encore moins. Donc voilà, c'est des données plutôt rassurantes, même si à chaque fois, c'est un véritable drame quand vous avez des enfants qui ont ce type de complications. Au Brésil, l'impact a été considérable. Vous aviez, pendant toute une période, dans les médias, tout était vraiment focalisé sur les risques du Zika et de la grossesse. Je me souviens d'un témoignage assez bouleversant de jeunes femmes qui disaient comment c'est vrai qu'annoncer une grossesse à ses parents, c'est probablement le plus beau jour de sa vie, et que là, elles arrivaient pour dire « je suis enceinte » en plein milieu d'une épidémie de Zika, et qu'elles étaient à la fois extrêmement anxieuses, voire honteuses, parce qu'elles étaient tombées enceintes en plein milieu d'une épidémie, avec les risques que ça pouvait comporter. Bon, voilà, de façon plus légère, il y a eu toutes les polémiques autour, est-ce qu'il faut avoir les Jeux Olympiques ou pas, etc. Au Brésil, au même moment, ils ont eu lieu, il ne s'est rien passé là-dessus. Mais bref, voilà, juste vous dire aussi l'impact social important de ces épidémies. Alors, on va passer maintenant sur deux discussions sur les modes de transmission. D'abord, on l'a dit, c'est Aedes aegypti, ce moustique qui est principalement atteint. Aedes albopictus peut-être, mais on ne l'a pas pris la main dans le sac. Et il y a d'autres modes de transmission, et on verra ensemble la transmission sexuelle. Le sang, oui, c'est possible. Si vous avez du virus dans le sang, il est présent pendant quelques jours au moment de l'infection aiguë et que vous prélevez à ce moment-là sur une infection asymptomatique, vous pourriez transmettre le Zika. Les autres fluides corporels, c'est absolument exceptionnel. Alors, nos collègues à l'Institut Pasteur ont beaucoup travaillé, les entomologistes, avec Annabella Fayou notamment,
sur récupérer des virus Zika du monde entier et des moustiques Aedes du monde entier et voir si on arrivait à les infecter. Alors, vous avez des modèles en laboratoire, vous infectez vos moustiques avec le virus et vous avez vous pouvez tout d'abord voir quelle est la proportion de moustiques après avoir aspiré le virus qui en ont dans leur corps, quand vous broyez et vous étudiez ça, par des systèmes de détection de génome viral notamment. Après, vous pouvez retrouver, après quelques jours, quelle est la proportion de moustiques qui ont un virus dans la tête. On se rapproche des glandes salivaires. Et puis enfin, la proportion de moustiques qui ont du virus dans la salive. Et ça, c'est important parce qu'après un cycle de 8-10 jours à peu près, le moustique qui a été ingéré, le virus qui a été ingéré par le moustique, eh bien, il aura fait son cycle au sein du moustique et il sera revenu, ce virus, dans les glandes salivaires et il sera prêt à être injecté. Et là, on se rend compte qu'avec des Aedes aegypti de Madère au Portugal, on arrive à infecter assez bien les moustiques, mais le cycle complet où on retrouve le virus après dans la tête et enfin dans les glandes salivaires, en fait, il est très rarement accompli. Donc c'est rassurant, ça veut dire que les Aedes aegypti de Madère seraient des mauvais transmetteurs de Zika. Et la même chose avait été faite avec les Aedes albopictus, les moustiques tigres du sud de la France. Et là aussi, on arrive à en infecter un certain nombre, mais la proportion de moustiques qui auraient du virus dans les têtes et à la fin dans les glandes salivaires, très très faible. Donc ça, c'est aussi rassurant pour dire que Aedes albopictus est un mauvais vecteur pour ce virus Zika. Mais vous voyez qu'il faut répéter ce type d'expérimentation avec les différents moustiques parce qu'il y a des subtilités, même entre les Aedes aegypti, ils ne sont pas tous pareils autour du monde, et puis aussi ici Aedes albopictus. Alors, vous comprendrez que la maîtrise de l'épidémie par le virus Zika, elle passera par le contrôle vectoriel. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est les recommandations d'usage, c'est d'utilisation des répulsifs pour repousser les moustiques. Je vous ai dit qu'ils piquaient 2 jours, donc la moustiquaire ne va pas vous servir à grand-chose contre un Aedes. En revanche, le matin et le soir, l'application de répulsifs est utile. Le port de vêtements longs est également utile. Ce n'est pas exactement ce que suggère cette photo, mais là au moins il y a des répulsifs. Et puis il y aura tout le travail où vous allez après disséminer, donc vous allez faire de la pulvérisation d'insecticides. Alors là, on ne sait pas toujours très bien où pulvériser. Et puis, destruction des gîtes larvaires, et une fois de plus, les pneus qui sont connus pour être des gîtes larvaires importants sont des zones privilégiées. La difficulté qu'on a avec tout ça, c'est qu'on n'y arrive pas, finalement. Et quand l'épidémie de Zika a explosé au Brésil en 2015, ils étaient en pleine campagne de démoustication contre Aedes aegypti pour la dengue. Et malgré ça, il y a une épidémie majeure de Zika. Donc on se rend compte que ces méthodes qui sont proposées ici ont une efficacité qui est limitée. Et elles n'ont pas empêché la diffusion du virus Zika, alors qu'il y a certains endroits où on était prêt à le recevoir, entre guillemets, et où les mesures avaient été prises. Donc c'est ici qu'interviennent des approches assez novatrices de contrôle vectoriel, qui sont toutes en cours d'expérimentation, que je vais vous décrire brièvement et qui sont assez complexes. Alors, pour les plus intéressés d'entre vous, je vous conseille d'aller lire cette revue récente dans Nature Review Microbiology, qui est très complète et qui vous donnera vraiment une image assez exhaustive de tout ce qui est en cours. Il y a 3 méthodes, en gros, que je vais vous décrire ici, qui aujourd'hui suscitent le plus d'intérêt. Alors, il y a d'abord l'infection par des bactéries, des moustiques. C'est une bactérie qu'on appelle Wolbachia, qui infecte naturellement à peu près la moitié des insectes et qui a 2 propriétés finalement. Pour les mâles qui seraient infectés par Wolbachia, c'est ce que vous avez ici en haut, mais probablement écrit trop petit pour beaucoup d'entre vous ici, je suis désolé. Eh bien, si ils veulent se reproduire avec une femelle dite sauvage, wild type, par ce qu'on appelle incompatibilité cytoplasmique, il n'y aura pas de descendance et ce sera la mort de l'embryon. Si la femelle est infectée par Wolbachia, elle a une autre propriété, c'est qu'elle-même, elle sera probablement résistante à l'infection par des virus, et notamment le virus Zika, mais également possiblement le virus de la dengue, etc. Donc ces techniques étaient déjà à l'étude pour la dengue au moment où l'épidémie de Zika est arrivée. Et quand elles vont se reproduire avec un mâle qui soit infecté ou pas par Wolbachia, la transmission par les œufs de Wolbachia permettra à ce que la descendance de ces femelles soit elle aussi résistante à l'infection par le virus Zika. Donc vous avez un système qui associe ces 2 caractéristiques, l'incompatibilité cytoplasmique d'un côté et puis la résistance au virus, et qui fait que quand vous introduisez des mâles et des femelles infectés par Wolbachia dans la nature,
eh bien, assez vite, ils vont prendre le dessus et devenir les moustiques prévalents, tous infectés par Wolbachia, et pour les femelles résistantes à l'infection par le virus. Donc c'est ça tout l'intérêt de cette technique. Je vous rappelle que Wolbachia est une bactérie qui infecte déjà à peu près la moitié des insectes, donc qui est déjà très présente dans la nature. Deuxième approche, c'est des moustiques génétiquement modifiés. Et ça, c'est une approche proposée par une équipe d'Oxford où ils ont introduit finalement un gène qui rend les moustiques dépendants de tétracycline pour leur croissance. Donc, en absence de tétracycline, cet antibiotique que vous connaissez tous, eh bien, les moustiques ne peuvent pas se développer. Du coup, vous les élevez dans des espèces de grandes fermes à moustiques. Il faut vous regarder les vidéos, c'est très impressionnant, en présence de tétracycline. Et puis après, vous larguez les mâles porteurs de cette anomalie génétique dans la nature et ils vont la transmettre à leur descendance. Et comme ils seront en absence de tétracycline dans la nature, eh bien, les larves de la descendance de ces mâles qui ont été génétiquement modifiés ne vont pas survivre et vous avez une extinction. Simplement, vous devez en permanence renflouer votre population de nouveaux mâles génétiquement modifiés parce que votre population arrive immédiatement à l'extinction. La troisième technique, c'est ce qu'on appelle le forçage génétique ou gene drive, qui est une technique qui associe à la fois une modification génétique, ici une altération d'un gène de compétence vectorielle, et puis une technique dont vous avez peut-être entendu parler, les ciseaux moléculaires, Cas9, des endonucléases, qui, guidées par un ARN, permettent de faire une cassure sur le chromosome homologue. Et par recombinaison homologue, eh bien, vous allez sur le deuxième chromosome reproduire exactement ce que vous avez sur le premier chromosome avec la même altération de la compétence vectorielle. Et du coup, vous vous retrouvez avec un système où ce n'est plus les lois mendéliennes qui régissent la transmission des gènes, mais par forçage génétique, toute la descendance va être atteinte puisque vous avez des formations d'homozygotes pour le même gène d'altération de compétence vectorielle. Donc un système qui va se propager extrêmement rapidement en population, c'est ce qu'on appelle le forçage génétique, gene drive, mais qui fait un petit peu peur parce que vous n'avez aucun moyen de l'arrêter. Si le gène que vous avez modifié avait d'autres propriétés que celles que vous aviez au départ, qui ici était une altération de la compétence vectorielle, et que ces autres propriétés avaient un impact sur la nature plus général, une fois que vous avez lancé l'expérimentation, vous ne pouvez plus l'arrêter. Donc aujourd'hui, ces techniques sont à la fois vues comme extrêmement prometteuses, parce que très peu d'individus modifiés dans la nature permettraient de remplacer toute la population avec une modification génétique qui vous intéresse, mais une fois que c'est lancé, plus moyen d'arrêter, et donc il y a pour l'instant une forme de moratoire sur les essais en nature sur le terrain de ce type d'approche, parce qu'on se dit comment va-t-on faire. Avec l'approche, vous voyez, de modification proposée par l'équipe d'Oxford, la mutation elle est létale, donc elle ne va pas se transmettre au-delà. Si vous n'avez pas de tétracycline dans la nature, votre moustique il ne va pas survivre, donc le système est contrôlé. Là, il ne l'est plus, mais potentiellement extrêmement puissant. Alors quand vous comparez toutes ces techniques, celle qui semble la plus intéressante aujourd'hui, c'est Wolbachia, parce que naturelle, entre guillemets, la moitié des insectes sont déjà infectés, permettrait effectivement une résistance contre l'infection par les virus, un largage de quantité raisonnable de moustiques infectés par Wolbachia, des mâles et des femelles, permettrait une propagation de l'ensemble de ces Wolbachia sur l'ensemble de la population des moustiques de la région, et donc un coût relativement raisonnable. Les techniques que je vous ai données donc de forçage génétique, aujourd'hui, il vous suffit de très peu d'individus largués dans la nature pour remplacer, mais on ne contrôle pas le phénomène, et aujourd'hui, il y a un moratoire, on attend avant de se lancer dans des essais plus loin. Et puis d'autres techniques, et je vous en fais grâce ici, d'irradiation, etc. La technique de mutation génétique proposée donc, par l'équipe d'Oxford rendant les moustiques dépendants de tétracycline. Le gros inconvénient, c'est que vous devez larguer de grandes quantités de mâles dans la nature pour déjà avoir un impact, mais surtout, vous devez renouveler ce largage tous les ans. Et donc, vous rendez, entre guillemets, les populations dépendantes de ces populations génétiquement modifiées que vous introduisez, et le coût est énorme. Donc, c'est là où il y a quand même des discussions. Alors, il y a un conflit d'intérêts qui n'est pas signalé quand même dans la revue et que je trouve intéressant, c'est que les deux auteurs, c'est Flores et Scott O'Neill. Scott O'Neill, c'est celui qui a développé toute la technique Wolbachia. Donc, j'ai regardé la fin du papier, ils disent bien qu'ils sont membres de programme de l'OMS sur les moustiques, etc., mais on ne voit pas clairement que Scott O'Neill a un petit biais en faveur de la technique qu'il développe. En revanche, c'est vraiment un papier aujourd'hui que j'ai trouvé le plus complet sur le sujet, et donc je vous recommande la lecture. Les premiers résultats, Wolbachia a eu des essais en Australie qui montrent qu'on arrive à
Une fois qu'on l'a introduit en population, assez rapidement, 90% de la population des moustiques sont infectés par Wolbachia et ça se maintient sur plusieurs années. Il y a des essais en cours en Brésil, Colombie, Indonésie, qui sont des essais randomisés en clusters. Donc il y a des régions où on a largué ces insectes infectés par Wolbachia et d'autres pas. Et là, ce qu'on regarde, ce n'est pas simplement si tous les insectes sont après infectés par Wolbachia dans les régions où on les a largués, mais aussi s'il y a eu une baisse de l'incidence de la dengue, du Zika, etc. Donc on s'intéresse cette fois-ci à l'impact sur la santé humaine. Et c'est ça qui rend ces essais très intéressants. Et l'Indonésie va donner ses premiers résultats fin 2019. Sur les moustiques génétiquement modifiés sensibles à la tétracycline, eh bien, il y a une réduction de la population d'Aedes aegypti qui est radicale, mais comme je vous l'ai dit, il faut chaque année remettre des millions de moustiques donc produits et largués en nature, et ça va avoir un véritable coût. Et le forçage génétique, il n'y a pas d'essai en cours. Alors, on va avoir un petit problème. Pour la première fois depuis le début de ces cours, je ne tiens pas mon horaire. Donc là, il me reste 5 minutes, je vais pouvoir vous parler de la transmission sexuelle. Après, je ne sais pas du tout quels sont les usages. Alors, soit on continue pour un quart d'heure supplémentaire si ça vous va, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent derrière, si je vais me faire taper sur les doigts. Soit on reporte à la semaine suivante, où je vous parle d'Ebola, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je suis désolé, je n'ai pas été maître de mon temps, et c'est la première fois que ça m'arrive, mais voilà, on va vivre avec. Alors, un petit mot, on a quand même 5 minutes là, tranquille sur la transmission sexuelle, pour une histoire un peu plus anecdotique, mais pour la première fois, pour un arbovirus, un virus transmis par des moustiques, on se retrouve dans une situation où on se rend compte qu'il est également transmis par voie sexuelle, ce qui est tout à fait inhabituel. Alors, d'où le premier signal est-il venu? Eh bien, de deux jeunes étudiants américains, Kobylinski, que vous avez ici, et Foy, Brian Foy, qui étaient au Sénégal en 2008 et qui travaillaient sur le paludisme à l'époque. Ils reviennent aux États-Unis et tous les deux, à leur retour, vont faire une infection virale qui n'arrive pas à déterminer. Ils ont un peu de fièvre, éruption cutanée, des choses comme ça. Rien de très, très clair. Ils se testent pour la dengue, ils ne trouvent pas. On ne connaissait pas trop le virus Zika à l'époque. En 2008, ce n'était pas encore aussi connu qu'aujourd'hui. Mais ils gardent quand même des échantillons. Ils ont ce réflexe, tiens, on va quand même mettre les échantillons au frigidaire. Et puis, quelques jours plus tard, la compagne de Brian Foy fait elle aussi une infection virale, avec elle aussi une éruption cutanée assez étonnante. Elle prend des photos d'ailleurs. Et il se dit, c'est marrant, tu as fait un peu la même chose que nous, et pourtant tu n'étais pas comme nous au Sénégal, et il n'y a pas dans notre environnement immédiat les mêmes vecteurs que les moustiques présents au Sénégal. C'est vrai qu'eux, travaillant sur les moustiques, quand ils ont eu cette éruption cutanée, cette fièvre, ils ont immédiatement pensé à une maladie qui aurait pu être transmise par ces moustiques. Voilà. Et puis Kobylinski retourne un an plus tard au Sénégal, et cette fois-ci, il voyage avec un autre étudiant qui s'appelle Haddo. Et si vous vous souvenez, Haddo, c'est le nom du découvreur du Zika, 1947, mais c'est le petit-fils. Et tous les deux, ils discutent comme ça, et il raconte son histoire à Haddo en disant, tu sais, l'année dernière, quand je suis revenu du Sénégal, j'ai fait une éruption, machin, et Haddo lui dit, mon grand-père, il était passionné par un virus qui s'appelle Zika, qui donne des symptômes un peu comme ce que tu me racontes, ça vaudrait le coup que vous fassiez tester pour Zika. Il retourne dans les échantillons qu'ils avaient gardés d'il y a un an, y compris de la femme de Brian Foy, et il retrouve des anticorps neutralisants anti-Zika à des taux très élevés pour 2 des 3 d'entre eux, qui témoignaient vraiment d'une infection par le virus Zika, quasi certaine à l'époque. Après, il y a eu toute une discussion entre Brian Foy et sa femme pour savoir comment est-ce que tu aurais pu attraper Zika à mon retour dans les jours qui ont suivi, etc. Et ils ont conclu à une transmission sexuelle. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire l'article qui a été publié dans Emerging Infectious Disease, où tout vous est raconté par le menu. Mais voilà comment a été mise en évidence donc, cette transmission sexuelle. Donc ça, c'était la première évidence. Depuis, il y a eu beaucoup de cas de transmission sexuelle qui ont été rapportés, parce que quand des gens voyageaient dans les pays endémiques, Amérique latine, aux Antilles, etc., quand ils sont retournés dans leur pays d'origine après le voyage, dans des pays où il n'y avait pas les vecteurs Aedes aegypti susceptibles de transmettre le virus Zika, eh bien, un certain nombre d'entre eux ont transmis à leur partenaire sexuel l'infection par le virus Zika qui a été diagnostiquée. Et comme il n'y avait pas de vecteur moustique, on était ici en France, aux États-Unis ou ailleurs dans des zones où il n'y avait pas d'Aedes aegypti, on a assez vite compris que c'était des cas de transmission sexuelle.
Donc, après, il y a eu des études qui ont été faites. On a recherché dans le sperme des hommes avec infection aiguë par le virus Zika la présence du virus. On l'a retrouvé par PCR jusqu'à 6 mois. Mais ça ne suffit pas de retrouver une trace par PCR, ça ne vous dit pas si le virus est infectieux. Pour voir s'il est infectieux, il faut le mettre en culture et voir s'il pousse. Et quand on poursuit avec une mise en culture, eh bien, c'est seulement jusqu'à 1 mois après l'infection qu'on a retrouvé du virus qui est potentiellement infectieux. Voilà, donc là, on a à peu près encore un quart d'heure. Donc, si vous êtes d'accord, on continue ? Ça vous va ? Très bien. Et puis, désolé pour tous truc qui devait partir, mais comme vous savez, tout est enregistré, donc vous pourrez réécouter le quart d'heure manquant à distance. Alors, maintenant, je voudrais voir un petit peu avec vous des hypothèses sur l'émergence et la sévérité du virus Zika, parce que finalement, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Ce virus, il était en Afrique, tranquillement installé, il était en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qui fait que soudain, il est parti dans le Pacifique, puis arrivé en Amérique latine, et puis on se retrouve avec toutes ces complications. Donc là, il y a 3 scénarios possibles. Il y a une évolution, il y a un scénario qui est de dire qu'il y a pu y avoir des mutations du virus. Et ces mutations, elles peuvent aller dans 2 sens. Soit une mutation qui va rendre le virus mieux adapté à Aedes aegypti, c'est-à-dire qu'il va se transmettre beaucoup mieux, et du coup, il va infecter beaucoup plus de personnes, et on se retrouve avec un dénominateur beaucoup plus important de gens infectés, et les complications relativement rares vont devenir apparentes. C'est ce qu'on a vu en Polynésie française. Quand vous avez infecté la moitié de la population de Polynésie française, c'est là où vous avez vu les premiers cas de Guillain-Barré, c'est 2 pour 10 000 infections, mais si vous avez des dizaines de milliers de personnes infectées, vous commencez à les voir. Donc un virus plus transmissible aux moustiques Aedes. On a vu ça avec le chikungunya. En 2005, quand le chikungunya est arrivé à La Réunion, on était assez rassurés parce que le chikungunya s'est transmis par Aedes aegypti, typiquement, et à La Réunion, il y avait du Aedes albopictus. Et pourtant, il y a eu une mutation du virus chikungunya qui fait qu'il s'est adapté à Aedes albopictus. Et on a eu l'épidémie de La Réunion, vous vous en souvenez, en 2005, qui avait été très importante avec chikungunya. Autre scénario possible, le virus Zika il est devenu plus virulent pour l'homme, c'est-à-dire qu'il y a eu une mutation qui fait que des complications, par exemple celles qui sont observées chez les enfants nés de mères infectées, sont devenues visibles et possibles. Et puis, l'autre hypothèse, c'est ce qu'on met ici, introduction aléatoire auprès de populations non immunes. C'est des phénomènes qu'on appelle dans notre jargon stochastiques. C'est pas de chance. Finalement, un jour, une personne qui avait une infection par le virus Zika, qui vivait en Asie du Sud-Est, prend l'avion pour aller dans le Pacifique et arrivé sur une île du Pacifique où le vecteur est présent, cette personne développe son infection virale par le virus Zika, a du virus dans le sang, est piqué à ce moment-là par le moustique Aedes aegypti ou équivalent qui peut transmettre, et on a le démarrage d'une épidémie sur une petite île du Pacifique, et de proche en proche, le phénomène se reproduit. Donc c'est un phénomène qu'on ne peut pas écarter, et simplement, le virus arrivant dans des populations qui sont totalement non immunes, à la différence de l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, on a une épidémie majeure. Alors, à l'appui de tout ça, il y a tout un travail qui est fait sur les séquences génétiques du virus et qui pointe sur 2 mutations possibles dans l'histoire du virus. Vous avez ici la séquence du virus de l'île de Yap, puis vous avez ici les virus de Polynésie française, et puis là, vous avez les virus d'Amérique latine, centrale et les Antilles. Et quand on reprend l'histoire du virus, il y a une première mutation ici qui, sur une protéine qu'on appelle NS1, aurait pu rendre éventuellement le virus plus transmissible aux moustiques, on y reviendra. Et il y a une deuxième mutation qui est pointée ici, juste avant l'arrivée en Polynésie française, qui pourrait être responsable de la plus grande virulence du virus, sa capacité à donner des complications neurologiques chez les enfants nés de mères infectées. Alors, à l'appui du premier travail sur une mutation qui rendrait le virus plus transmissible aux moustiques, vous avez un travail qui a été fait par une équipe chinoise sur des modèles murins où vous nourrissez les moustiques sur ces modèles murins et vous observez une plus grande infectivité, mosquito infective ratio, chez des moustiques. Alors cette souche-là, c'est une souche qui venait du Venezuela 2016 par rapport aux souches traditionnelles d'Asie du Sud-Est, Cambodge 2010. Donc il y aurait eu une mutation entre la souche du Cambodge et la souche qui circulait en Amérique latine qui permet aux moustiques de s'infecter mieux. Et par des méthodes de génétique réverse, eh bien, en partant d'une souche qui était la souche de Cambodge 2010 et en rajoutant cette mutation qui a été évoquée comme étant possiblement responsable, on arrive effectivement à augmenter la production de protéine NS1, qui est une protéine un antigène qui sert à la captation par le moustique et qui permettrait donc une plus grande infectivité du moustique, ce que vous retrouvez ici.
Donc ça, c'était une des hypothèses, hein, une mutation qui rend finalement le virus plus transmissible aux moustiques. Les équipes d'entomologistes qui ont voulu répéter ce travail, qui a été publié dans Nature, donc un journal extrêmement connu, les 4 grandes équipes d'entomologistes que je connais qui font des modèles qui ont essayé de répéter n'ont pas réussi à le répéter. Donc il y a quand même un petit, voilà, dans la communauté scientifique aujourd'hui, un petit doute sur est-ce que ces résultats sont vraiment crédibles. Deuxième travail qui a été fait, c'était un travail sur mutation du virus qui l'aurait rendu plus virulent, qui ferait que pour les enfants ici, nés de mères infectées, eh bien, ils développeraient des complications neurologiques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc là, vous avez une autre mutation qui est impliquée. Vous avez ici la souche asiatique Cambodgia 2010, on sait qu'il circule en Asie du Sud-Est, et là, les taux de survie après infection chez des souris, vous voyez qu'elles survivent assez bien, puisqu'il y a 80% qui survivent à 25 jours quand elles sont infectées par la souche asiatique. Et puis là, vous avez les souches, alors ça c'est Venezuela, ça c'est probablement les îles Samoa, ça c'est Martinique, et vous voyez que les souris infectées par ces souches-là vont mourir plus vite, qu'elles ont des diamètres du cerveau plus petits, une épaisseur corticale plus faible, etc. etc. Et quand après on poursuit les expérimentations et on se rend compte que les souches porteuses d'une mutation que vous avez ici sont celles qui sont associées à la plus grande mortalité par rapport aux autres, et par génétique réverse, eh bien, quand vous prenez une souche du Venezuela qui tue assez vite et puis que vous enlevez la mutation, vous voyez que ça tue moins, etc. etc. Donc ça, c'est l'autre travail qui laisserait entendre qu'une mutation serait à l'origine des complications sévères qu'on voit aujourd'hui. On ne peut pas encore trancher là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder que, certes, on a vu des microcéphalies apparaître seulement récemment, etc. Mais maintenant qu'on connaît l'existence du virus Zika et qu'on retourne un peu en arrière, on retrouve des traces d'enfants nés avec microcéphalie pour des suites de ce qui était très vraisemblablement des infections par le virus Zika, y compris avant les épidémies récentes et les mutations possibles telles qu'elles ont été décrites. Notamment au Cambodge, en 2009-2010, il y a 2 expatriés qui travaillaient pour des organisations humanitaires qui, alors qu'elles étaient enceintes, ont fait des éruptions cutanées pendant la grossesse et qui ont eu des enfants qui étaient nés avec des microcéphalies. À l'époque, on ne savait pas du tout à quoi étaient dues ces microcéphalies. Mais avec l'épidémie du virus Zika, ces femmes et leurs pédiatres ont pensé à un virus Zika. On les a testés 10 ans plus tard pour la présence d'anticorps anti-Zika et on a retrouvé des taux d'anticorps élevés. Donc on se rend compte que ces femmes avaient très vraisemblablement, au Cambodge, déjà en 2009-2010, été infectées par le virus Zika et avaient eu des enfants avec microcéphalie. C'était simplement passé inaperçu. Et voilà, donc ça c'est une chose. L'autre, c'est qu'en Thaïlande, récemment, une femme avec une éruption cutanée de 9 semaines de grossesse, un fluide amniotique positif par PCR, interruption de grossesse, une microcéphalie, et la souche a été séquencée, et il n'y avait pas cette fameuse mutation. Donc on a quelques contre-exemples qui nous laissent entendre que cette histoire-là n'est peut-être pas voilà, aussi claire qu'elle semble. Mais bon, on continue à travailler là-dessus. Nous sommes, nous, en train de travailler sur une épidémie au Vietnam qui a eu lieu en 2016, où là, il y a eu un nombre important de femmes enceintes qui ont été infectées, et on va voir si on retrouve, d'une part, les mêmes complications, et d'autre part, séquencer les souches pour savoir si la mutation est présente ou non. Alors, je terminerai avec quelques mots sur la dissémination future du virus. Les questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce que cette épidémie va continuer finalement, hein? Alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle des taux d'attaque extrêmement importants dans les populations touchées. Vous avez vu que dans l'île de Yap, 75% des gens ont été infectés. En Polynésie française, c'est 50%. Aux Antilles, où on a pu faire ces estimations, c'est encore 50% des gens qui sont infectés. Et là, vous avez finalement une saturation avec la moitié de la population qui est porteur d'anticorps et qui font que si vous réintroduisez le virus, eh bien, vous n'avez pas assez de personnes susceptibles pour faire redémarrer une épidémie. Vous aurez éventuellement des cas sporadiques, mais vous n'aurez pas une épidémie qui va se redévelopper comme celle que l'on a connue. Et il faut attendre, en fait, un certain nombre d'années pour que ce qu'on appelle la population des susceptibles se remplisse à nouveau, avec des gens jeunes qui n'ont pas connu les épidémies de Zika, qui grandissent. Et quand vous aurez un réservoir de susceptibles qui s'est reconstitué avec le temps, alors là, éventuellement, si vous réintroduisez le virus, vous aurez possiblement une épidémie. C'est ce qu'ont modélisé les équipes du Imperial College avec Neil Ferguson. Et donc, il y a eu 2 grandes vagues épidémiques au Brésil, mais eux pensent qu'il faudra attendre 10-15 ans avant qu'on ait un retour d'une nouvelle épidémie liée au virus Zika, parce qu'actuellement, la proportion de gens qui ont été protégés naturellement du fait des taux d'attaque très importants des épidémies qui ont eu lieu est telle qu'il n'y a pas de place
avec une réintroduction de virus pour une nouvelle épidémie. On va devoir attendre. Maintenant qu'on connaît le virus, on arrive à le documenter dans des endroits qu'on n'aurait pas soupçonné. Il y a eu en 2016 à Singapour une épidémie qui touchait un quartier de Singapour, qui a été identifiée comme étant liée au virus Zika. Il y a 5 ans, on aurait dit c'est la dengue. Ils ont tout le temps de la dengue à Singapour. Bon, voilà, c'était négatif, mais ils n'auraient jamais. Il y a certainement eu ces épidémies auparavant, et simplement elles n'avaient pas été reconnues comme telles. Et je pense que voilà, il y a des zones où le virus circulait de façon assez endémique en Afrique et en Asie du Sud-Est, et où, quand il y avait des petites épidémies sporadiques, elles n'étaient pas reconnues. Les grandes épidémies, on vient de les voir passer, et maintenant il faudra attendre pas mal de temps avant qu'une nouvelle grande épidémie ait lieu. Et c'est tout le problème de développement vaccinal. C'est qu'entre-temps, il y a eu toute une recherche qui a été menée, d'une part pour des traitements qu'on pourrait administrer, mais ça c'est difficile parce qu'on pense à des traitements administrés à des femmes enceintes qui doivent être extrêmement rapides d'action pour prévenir la survenue de microcéphalie, puis on n'aime pas donner des traitements à des femmes enceintes avec la possibilité d'anomalies congénitales derrière, liées à la maladie, mais liées au traitement aussi. Donc il y a eu très peu d'engouement pour la recherche de traitement finalement. En revanche, le vaccin, il y a eu des recherches qui ont été faites. Et là, je vous présente des papiers d'un des candidats vaccins par rapport à une trentaine qui ont été proposés au début. Et je pense qu'il n'y en a plus que quelques-uns maintenant qui sont dans la course parce que l'intérêt affaiblit. Mais c'est un vaccin qui, ici, vous le voyez, empêchait la présence de virus dans tous les compartiments testés, le plasma, les urines, les liquides céphalorachidiens, etc., par rapport à des singes témoins qui ont été inoculés avec ce vaccin, avec une souche qui circulait au Brésil. Donc on a des vaccins maintenant qui ont passé les phases de l'animal, les phases 1, il y en a quelques-uns en phase 2. Donc la phase 1, on s'assure qu'ils n'ont pas d'effet indésirable. La phase 2, on regarde s'ils produisent des anticorps, une immunité cellulaire éventuellement protectrice. Tout le problème, c'est que pour savoir si le vaccin marche vraiment, vous devez avoir ce qu'on appelle la phase 3, l'épidémie. Enfin plutôt, vous devez faire la phase 3 qui est en période épidémique, est-ce que ce vaccin protège? Mais pour le tester en période épidémique, vous faites l'essai randomisé vaccin contre placebo et vous regardez la proportion d'infectés chez les vaccinés et chez les placebos, vous devez avoir une épidémie. Or là, il n'y a plus de perspective d'épidémie avant 10-15 ans. Donc on aura énormément de mal à savoir, pour ces candidats vaccins qui sont arrivés maintenant proche de leur utilisation en population humaine pour une phase 3, on aura énormément de mal à les tester et je serai bien incapable de vous dire si on disposera d'un vaccin contre le virus Zika à moyen terme, parce que simplement, on ne va pour l'instant pas être en mesure de les tester. Voilà un peu tout ce que je vais vous raconter sur le virus Zika. Je suis désolé d'avoir été un petit peu long et je vous remercie pour votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour le virus Ebola.